Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14. Bienvenue à ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qui s'intitule Warscroll Academy. Et j'ai avec moi aujourd'hui Alex de Adeptus Coaching. Salut Alex. Comment ça va, Xavier? Ça va bien toi aussi, j'espère? Ça va top shape. Très content de t'avoir avec nous. On débute, comme je l'ai mentionné, une nouvelle série de vidéos sur le channel qui s'intitule Warscroll Academy. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est passer chacune des factions de Age of Sigmar et on va aller chercher un genre de petit top 3 des Warscroll de chaque livre, de chaque Battle Tome. On va vous parler pourquoi finalement sont les tops, hein? Qu'est-ce qui est bon, les combos, on va les analyser brièvement, mais quand même pour vous donner une bonne idée. Et on va aussi parler, Alex, tu nous as sorti quelques Warscroll dans chaque livre qui, on pourrait dire, passent sous le radar. Hein? C'est pas des Warscroll qu'on va nécessairement tout de suite mettre dans sa liste. Ouais, exact. Ils sont souvent peut-être un peu moins vus, moins joués, mais qu'il y a de quoi à faire. Donc, des petits combos intéressants pour maximiser certains Warscroll. Si vous voulez essayer des nouveaux trucs, diversifier vos différentes armées, ben, je pense que c'est l'occasion de le faire. Absolument. Toujours pratique, surtout quand on veut, comme tu dis, diversifier ou essayer d'aller chercher des petits combos que quelqu'un ne s'attend pas nécessairement à affronter. Donc, c'est ce qu'on a préparé pour vous. Et aujourd'hui, on commence avec les Lumineth Realmlords. Par contre, juste avant de débuter, je veux rappeler qu'on fait ça en collaboration avec toi, Alex, avec Adeptus Coaching. Donc, tu offres un service de coaching pour du Age of Sigmar à travers le monde, finalement. T'es quand même rendu international. Ben oui, j'ai mon premier client européen, donc je suis super content. Ouais, effectivement, dans le fond, c'est un service de coaching qui s'offre là, pour n'importe quel joueur qui désire améliorer son jeu dans différents domaines. Ça peut être de maîtriser ses armées, connaître les autres, comment se déployer, jouer tel scénario, préparation d'un tournoi. Il y a plusieurs forfaits. Il faut aller voir sur ma page Facebook Adeptus Coaching, justement, en 2 mots, pour voir les différents services que j'offre et comment me contacter. Ben, c'est adeptuscoachingaos@gmail.com. Donc, s'il y a de quoi qui vous intéresse, n'hésitez pas, on pourra discuter ensemble pour travailler ensemble. Absolument. Le lien vers la page Facebook va être dans la description sous la vidéo. Donc, Super. Sans plus tarder, on débute avec notre top 3 Warscroll pour Lumineth Realmlords. Je tiens par contre à mentionner que c'est pas nécessairement un ordre déterminé. Là. On a les top 3 Warscroll, mais c'est pas top 3, top 2, top 1. Prenez-les dans l'ordre que vous le voulez. On commence ça en force, Alex, avec la Scenary Catalar. Ouais, ben je pense que c'est un incontournable, en fait, dans n'importe quelle armée Lumineth de par sa polyvalence. Tu sais, c'est pas. On regarde le Warscroll puis on dit ben le profil n'est pas si impressionnant que ça. Pour 140 points, très fragile, mais en même temps, c'est tout ce qu'elle apporte à l'entièreté de l'armée. C'est un modèle qui va bien synergiser avec le reste de l'armée. C'est rare, mais je pense que c'est le seul cas où vraiment il y a une règle d'allégeance qui s'adresse pratiquement à un seul modèle, et c'est le cas de la Catalar avec Absorb Despair, donc pour absorber le malus de bravoure des unités qui prennent le Retro Quartz pour le renvoyer sur l'adversaire potentiellement pour diminuer la bravoure d'1. Donc ça, en soi, c'est super bon, être capable de nullifier un malus et leur donner à l'adversaire. Mais je pense que les deux éléments qui sont absolument monumentaux dans ce Warscroll-là, c'est la règle Emotional Transference. Donc, on peut, sur un 2+, annuler un jet de Battle Shock ami et renvoyer encore une fois la quantité de modèles perdus de l'unité à une unité ennemie pour un jet de Battle Shock. Donc, ça peut faire un shift incroyable sur un 2+. Je veux dire, oui, ça va arriver, le 1, on va le rouler, mais c'est 2+ pour une habilité comme ça, c'est insane, c'est super bon. Puis l'autre chose aussi qui est très, très sous-évaluée, c'est son sort Darkness of the Soul, qui est cumulé avec différents buffs, dont Absorb Despair, par exemple, pour enlever la bravoure d'1, dont Voice of the Mountain, du Stone Mage ou du Lore of the Mountains, parce que Teclis peut prendre bien sûr ce sort-là, pour diminuer la bravoure ennemie et être capable littéralement d'immobiliser une unité qui est peut-être pas nécessairement si élevée que ça en bravoure, pour l'empêcher de bouger, l'empêcher de tirer, charger, se battre. Fait que tout ça ensemble, ça fait vraiment une pièce de contrôle super centrale qu'on va voir dans toutes les listes de toute façon. Et déjà, elle est incluse dans un bataillon qui est très très joué, le Auralan Legion, qui oblige à prendre une Scenary Catalar. Donc, je pense que pour n'importe quel joueur Lumineth là, qui voudrait commencer, je pense que c'est une pièce centrale à n'importe quelle liste. Absolument, puis c'est bon de le mentionner, hein, c'est un des seuls modèles qui a carrément un trait d'allégeance qui lui est attribué. Fait que si tu mets pas de Catalar dans ton armée Lumineth, on dirait que tu te tires presque dans le pied parce que tu viens de perdre complètement un de tes traits d'allégeance. Là.
Ouais, exact. Puis tu sais, même au-delà de tout ça, ça reste un mage. Puis tu sais, dans les artefacts de pouvoir qu'on peut lui donner, Silver Wand, pour faire un deuxième sort, ben, tu sais, les sorts du domaine de Ish sont quand même très bien. Tu sais, personnellement, je joue avec, parce que je joue pas Teclis, je joue avec je pense que c'est Protection of Ish, le 5++ en donne 9 pouces. Fait que c'est vraiment une pièce qui peut se déplacer puis qui peut influencer autant la protection de mes troupes que contrôler une unité adverse. Immuniser au Battle Shock, c'est vraiment là, c'est un genre de pièce de commandement centrale, je pense. Pratiquement, objectif numéro 1, si vous jouez Luminette, protégez votre cataleur, et si vous jouez contre Luminette, tuez la cataleur. Exact. D'ailleurs, on va revenir là-dessus dans la deuxième série de War Scroll avec une unité qui va pouvoir aider à ce niveau-là. Absolument. Donc, Scenery Catalar, tenez-le-vous là. Un must. Deuxième War Scroll, c'est un War Scroll qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie. Les Sentinelles, les fameux archers. Ah ben oui. Ouais, ben écoute, c'est une unité qui, encore une fois, si on regarde les statistiques sur le War Scroll, c'est pas impressionnant. C'est un tir chacun à, oui, une bonne portée jusqu'à 30 pouces, 4+, pas de Ren 1. Pour 140 points, c'est pas tant ça. même à portée courte, 3+, 4+, -1. C'est rien de fantastique. Par contre, où est-ce que ça vient? C'est lorsqu'on cumule les règles spéciales, des Sun Metal Weapons qui font des blessures mortelles sur du 6, avec un sort Power of Ish, on tombe à 5+. Cumulons à ça le fait qu'avec le champion de l'unité, on peut tirer sans ligne de vue. Et là, on tombe avec une unité qui, ne serait-ce que 10 modèles, est capable peut-être d'aller chercher un petit héros caché qui serait dans du cover avec le lookout sur qu'on se fout éperdument en fait parce que les 5+, c'est tout ce qu'on veut. Et si on cumule avec un sort du domaine de Ish, Lambent Light, qu'on peut éclairer une unité ennemie, que tous les tirs qui ciblent cette unité-là, on peut relancer pour toucher, y compris celles qui toucheraient normalement. Essentiellement, on va aller chercher à avoir le plus de 5-6 possible. On est capable, avec une brasse de dés incroyable, on peut éliminer un héros là, à 5, 6, 7 points de vie là, de façon relativement fiable. Sans ligne de vue, à longue portée, il y a presque pas de défense contre ça, en fait. Et c'est ce que plusieurs joueurs qui ne jouent pas Luminette déplorent, en fait, c'est que ben je peux le cacher, je peux le mettre proche des unités, mais ça fait rien. Si j'ai pas quelque chose contre les blessures mortelles, mon héros est tout simplement pas protégé, autre que la portée. Mais encore une fois, dans le livre, il y a plusieurs façons, soit par Speed of Ish pour doubler le mouvement, donc augmenter d'un autre 6 pouces le threat range. Le nouveau sort du domaine je pense que c'est Huracan of the Wind, qui peut téléporter une unité. Donc, si vraiment on place un héros dans le fond de la map, ben, je téléporte mon unité d'archer, puis merci, bonsoir. Donc, malheureusement, c'est souvent quand on parle de NP, le Negative Play Experience avec les luminettes, les sentinelles sont souvent en tête de liste. Parce que, justement, ça vient bypasser tellement d'étapes. Les moins tweets, on s'en fout. Les moins tweets, on s'en fout. La ligne de vue, on s'en fout. Il y a un paquet de choses comme ça qui... Pour ça, malheureusement, je veux dire malheureusement, mais ça reste que c'est un War Scroll qui est incontournable parce que il est juste honnêtement trop bon. Puis c'est ça, tu sais, c'est souvent l'oppressivité de cette unité-là. Threat range de base à 36 pouces. Déjà là, tu viens de limiter pas mal les endroits où tu peux cacher ton unité même de ton côté de la table. Et là, quand tu rajoutes, comme tu as dit, Speed of Ish, le téléport, tout ça, il n'y a plus grand place où se cacher. Là, hein? Il n'y a pas grand place puis ajoutons les potentielles rumeurs de tables qui se rétréciraient à iOS. On ne sait pas si c'est des rumeurs, mais tu sais, là, coudonc, je peux encore moins me cacher de ces unités-là. On veut pas donner des cauchemars quand même à nos auditeurs, mais... La morale de l'histoire, en fait, c'est que si vous jouez 2 petites unités de 10, c'est correct, mais si vous en jouez 80, ben cherchez-vous des amis sur eBay. Oui, absolument. C'est pas mal ça. Yes, alors ça c'est pour les sentinelles. On passe à notre troisième War Scroll, The Big Man himself, Archmage Teclis. Un autre War Scroll qui a fait couler beaucoup d'encre à la première sortie, le premier Battle Tome des Luminettes dans la boîte édition limitée. Donc, tellement de... C'est quand on parle de NPI, ben on parle de Teclis aussi parce que, encore une fois, ça bypass tellement de jets de dés. Il y a tellement d'actions qui se font automatiques, ne serait-ce que par invoquer des sorts automatiquement et même quand on prend la version amoindrie à 4 sorts par phase de magie, c'est quand même réussi avec un 10. Fait à moins que tu ailles un bon nombre de modificateurs positifs pour unbinder, ben Teclis va pouvoir faire pas mal ce qu'il veut en frais de magie.
Puis lui aussi peut unbinder automatiquement un sort par phase de héros ennemi, peut dispel automatiquement un Endless Spell. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Procure un 4+, ignore les sorts dans une bulle selon l'aura de Sélénar, là, selon le nombre de points de vie que le War Scroll a, et peut même rediriger les sorts contrés contre des unités ennemies pour faire des blessures mortelles. Fait que c'est vraiment une protection magique qui est incroyable. Connaît tous les sorts, et avec le nouveau Battle Tome, maintenant, 6 sorts de plus. On est rendu, je pense, à 22 sorts, plus les sorts persistants que Teclis peut avoir dans l'armée. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, il est fragile. Il n'y a pas de sauvegarde contre les blessures mortelles, il n'y a pas de sauvegarde après sauvegarde. Il y a 16 points de vie à 4+ sauvegarde, c'est pas incroyable. Mais si un joueur qui n'a pas les moyens de sortir à distance Teclis, quand je pense à des Caradrons, je pense aux Shootcast qui sont capables de le sortir. Ben, ça va être extrêmement difficile de le gérer, puis il va pouvoir dominer la phase de héros assez facilement à ce niveau-là. Puis tu sais, je pense que quand on construit une liste avec Teclis, il faut construire autour de Teclis. Notamment, je pense que ça prend absolument le Spell Portal pour aller chercher, justement, utiliser des sorts comme, je pense que c'est Burning Simoom, qui est le nouveau sort du domaine du vent, que chaque modèle de l'unité subit une blessure mortelle sur un 6, 5+ si c'est cassé avec un 10, que Teclis fait automatiquement naturellement, ou ne serait-ce que pour son sort de War Scroll, Storm of Searing White Light, que toutes les unités en dedans de 18 pouces subissent jusqu'à D6 mortels potentiellement sur un 5+. Fait que le portail, à ce moment-là, le Spell Portal devient incroyable, en fait, là, pour vraiment ravager. Fait que Teclis, au début, c'est un modèle de support. Oui, support, mais avec le Spell Portal, c'est pas juste du support. Ça commence à faire beaucoup de dommages rapidement. Là. Fait que je pense que, tu sais, autant que ça avait fait débat, moi, j'avais été on the record pour dire que Teclis, c'est un must include. J'ai tapé ma position depuis, mais je pense que une armée bâtie autour de Teclis peut certainement faire la job. Là. Absolument. Puis on l'a vu dans des résultats de tournois à l'international très, très, très souvent. Là. Donc, il peut très bien faire la job. Tu sais, il y a plusieurs règles importantes à respecter quand on joue à Age of Sigmar, mais une des plus importantes qu'on entend souvent, c'est la fiabilité est roi. C'est un peu le même principe pourquoi que Zinch est aussi fort aussi. Hein. Savoir que l'action que je vais tenter de faire, c'est pas un jet de dés que je roule, je la fais automatiquement, c'est incroyablement fort. Ou être capable de tellement fidéliser le jet avec des bonus qui sont insensés pour que l'action se rate une fois par 2 semaines à peu près, tu sais. Mais Teclis, effectivement, pourquoi, tu sais, en tant que tel, il y a des counters, il est pas invincible, tu sais, il est bon, c'est pas une brute au combat, mais essentiellement, c'est juste que je réussis mon sort automatique à 10, je t'enlève ce spell, je dispelle ce... ok. Tu sais, j'ai même pas de jet de dés. J'ai même pas rien à faire. Fait que ça, je pense que ça vient créer un peu son lot de malaise au niveau des joueurs, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est un War Scroll qui est dans le top 3 du livre, là, selon moi. Absolument. Donc, merci Alex pour le top 3 des unités des War Scrolls dans Lumineth Realm Lords. On passe maintenant à certains War Scrolls qui font moins l'unanimité, je dirais. Comme je disais tantôt, qui passent un peu sous le radar. Donc, tu vas un peu nous expliquer pourquoi, selon toi, ils méritent d'être revisités, possiblement. On commence tout de suite avec les Stone Guard. Ouais. Ça, c'est mon unité fétiche, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est des favoris à toi. Hein. Je pense que c'est pas un secret. Ceux qui écoutent un petit peu les différentes chaînes savent que j'ai bâti une œil de Luminet. Donc, c'est les règles de Luminette avec des figurines de nains. Fait que pour moi, des nains avec des gros marteaux à 2 mains, ça fit. Fait que, essentiellement, en fait, c'est une unité qui, encore une fois, on regarde le War Scroll puis on se dit, c'est pas terrible, ça bouge de 4 pouces, ça bouge pas vite. 2 attaques, 3+3+, moins 1. OK, c'est pas... ignore le rend de 1, c'est bien, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui est rend 2 ou plus. Il y a des Mortal Wounds. Mais c'est quand on décide de bâtir une armée, puis on se dit, comment faire marcher cette unité-là? Comment créer quelque chose de bien? Mais c'est là qu'on se rend compte que pour pas si cher que ça, on peut avoir vraiment un mur de défense qui est vraiment solide. Fait que, tu sais, si on veut tirer profit des Stone Guard, si c'est votre chose, il faut commencer par jouer Emetrica. Donc, Emetrica, là, c'est qu'on ignore le rend de 2. Fait que le rend, ce qu'il y a plus que rend 2, là, on a Catacross qui a une attaque à rend 3,
on a Sévirette qui a du Ren 3. On va avoir Moratti avec Mindraiser qui peut avoir du Ren 3. Mais sinon, il n'y en a pas tant que ça des choses. On peut stacker dans Cities of Sigmar avec des Rune Lords pour monter à Ren 3, mais ça prend des ressources. C'est rare. C'est très rare. Fait que essentiellement, ils gagnent pratiquement la règle éthérée, mais sans avoir les bonus négatifs de ne pas avoir le save de cover ou pas avoir les bonus avec l'Ether Quartz. Fait que ça, c'est déjà super intéressant. On prend Alarid Temple, qui est le War Scroll bataillon, en fait, du temple Alarid des Stone Guards, ces choses-là. Et là, soudainement, on tombe en 12 pouces d'un héros Alarid à relance les sauvegardes d'armée au corps à corps. On sacrifie du pile-in, on pile de 1 pouce, mais on est capable de relancer des sauvegardes. 4+, relance, 3+ avec Ether Quartz. On rajoute Avalanor, par exemple, qui peut faire un -1 tweet en dedans de 12 pouces, qui lurk un petit peu en arrière. On rajoute le Stone Mage qui peut augmenter le rend à -2. Et là, soudainement, et ça, c'est sans compter le Ether Quartz, les points de commandement, ou quoi que ce soit, pour fidéliser les attaques. Avalanor qui peut donner plus une attaque à des 3 unités de Stone Guard. Fait que là, soudainement, on est rendu avec des unités qui, même une petite unité de 5 pour 100 points, peut regarder 12 Ogg dans la face et dire, ben, come get me, bro. Donc ça devient intéressant. Puis si on ajoute aussi, comme moi je le joue avec Protection of Ish, donc un 5++, fait qu'on tombe avec une unité qui potentiellement, une fois par partie, peut être à 3+, relance les sauvegardes, ignore 2 Dren, 5+ invulnérable. Et être à -8. Beaucoup de synergie qu'on peut stacker pour rendre un War Scroll qui semble très inintéressant à première vue, soudainement peut aller chercher de la valeur ailleurs. C'est ça. Ben, encore une fois, il faut construire autour de cette dynamique-là. C'est une dynamique qui est beaucoup plus statique, mais qui va être beaucoup plus défensive. Un genre de mur qui va progresser, backé par des Wardens en arrière qui peuvent frapper à 3 pouces. Donc, les Stone Guards vont encaisser la charge, les Wardens vont poker en arrière. Il y a de la synergie à faire avec ça. Absolument. Ça change le playstyle de l'armée un peu. On peut peut-être la comparer un peu plus à du Fire Slayers ou à du Bone Reapers, des unités imprenables qui avancent tranquillement. Nurgle aussi. Là. Fait que c'est vraiment un changement de style, mais qui peut être très intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Fait que si c'est un playstyle qui vous adresse plus défensif, ben, je pense que c'est un War Scroll qui peut être intéressant pour vous. Absolument. Il y a de quoi faire. Ensuite de ça, on a les Blade Lords. Parmi mes modèles préférés de la nouvelle vague, en tout cas en termes de modèles, là, très 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 beau. Ouais. Ben, en fait, ça vient chercher là, tous les anciens joueurs au Elf du World That Was qui disaient où sont mes Swordmasters? Ben, ils sont là, vos Swordmasters. Mais tu sais, encore une fois, le War Scroll, tu sais, intéressant dans le sens qu'ils ont 2 modes d'attaque. Puis honnêtement, statistiquement, là, je faisais un review avec EOS Geeks puis disait que pour que ce soit rentable d'avoir l'attaque multiple, on est près de 4 modèles. Il faut que 4 modèles soient... l'attaque simple, ce qui est intéressant, encore une fois, on parle de fidélisation, touche automatique. Je peux me tromper, il n'y a pas beaucoup d'attaques. Il peut y avoir des habiletés, mais des attaques qui touchent auto, qui peuvent bypasser les -1 et ces choses-là. J'en pense pas qu'il y en ait. Je pense pas. Il y a des habiletés qui peuvent bypasser au de cette manière-là, là, généralement, quand on a quelque chose qui touche automatiquement, il n'y a pas de wound roll après. Il n'y a pas de. C'est juste roll un 4+, admettons, puis fait des dommages. Là, c'est une habilité, c'est pas une attaque. Exact. Là, on parle d'une attaque qui va toucher automatique, qui fait 2 Dren et qui blesse sur du 2+. Fait que, vraiment, on a une attaque qui est extrêmement fidélisée. Là. Tu peux t'attendre à faire quand même. Puis ça, c'est quand même du Ren 2. Fait que du Ren 2, c'est intéressant contre beaucoup de choses. Puis bon, ils ont une habilité qui ignore les spells sur un 4+. Ça, c'est plus anecdotique un peu, c'est situationnel. Mais pourquoi, moi en tout cas, j'ai essayé un petit peu, puis pourquoi je pense que dans ma liste, du moins, c'est auto-include. On l'a parlé tantôt avec la Catalore, comme quoi c'est un point central pour une liste luminette, mais qui est très fragile. Mais les Blade Lords donnent essentiellement une petite unité de 5 va donner 10 points de vie de plus à une Catalore. Parce que chaque blessure que la Catalore va encaisser sur un 2+, c'est transfert sur les Blade Lords. Fait qu'on paie 120 points pour tripler le nombre de points de vie d'une Catalore. Moi, je pense que ça vaut ça amplement. Puis, accessoirement, ça peut attaquer aussi, faire un peu de dommages.
Oui, absolument. Puis c'est probablement l'habilité pour laquelle ils vont être le plus utilisés, hein, celle de Bodyguard. Et ils ont la bonne règle de Bodyguard. Hein. C'est pas un negate, c'est plutôt lorsque vous voulez les allouer, les wounds à la Catalar, sur un 2+, allouez-les plutôt sur les Blade Lords. Ça veut dire que la Catalar peut, admettons qu'on a Protection Affiche, elle peut rouler son 5+, pour, admettons qu'elle subit des wounds, elle roule son 5+. Celle qu'elle a ratée, elle peut rouler son 2+, pour les envoyer sur les Blade Lords. Et les Blade Lords peuvent rouler leur 5+, aussi pour les éviter. Donc, on a dit triplé, mais effectivement, c'est peut-être même un peu plus que ça avec les Feel No Pain qui peuvent embarquer là-dedans. Là. Tout à fait, mais ça donne une résilience accrue à un modèle qui est central. Fait qu'on peut être un peu plus agressif, puis avoir un peu moins peur de la mettre, pour vraiment bien la positionner. Oui. Ben, je pense que ce War Scroll-là permet cette flexibilité-là auprès de la Catalar, qui est, encore une fois, je rappelle, je pense, selon moi, le meilleur War Scroll du livre. Absolument. Absolument. Donc, des bodyguards dédiés pour la Catalar. Très intéressant. Ouais, et on parlait d'un Scenery. Notre dernier War Scroll pour aujourd'hui, on parle du nouveau Scenery Lore Seeker, qui est très, très intéressant en termes de War Scroll qui s'est jamais vraiment fait encore. Exact. Mais en fait, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que, sur théorie, sur papier, là, c'est incroyable comme habilité. Mais dans le jeu, j'ai hâte de voir comment les adversaires vont tenter de le contrer. En fait, d'un, c'est un mage, c'est un combattant, un peu comme le Lore Master d'époque des OL à Warhammer Fantasy. Puis c'est un modèle qui est quand même qui se bat très bien. 4 attaques, 2+, 3+, moins des 3. C'est des bonnes stats de combat pour un héros à pied. Là. C'est super bon. Un bon shooting puis, aussi quand même. Là. 2 attaques, 3+, moins 2 de D3, ça va passer souvent. Là. Ah, tout à fait, exact. C'est sûr que petit D3, c'est moins bon, mais quand même, du 2 Rand, c'est super bien. Puis en fait, pourquoi on prend ce modèle-là? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce que avant de commencer la partie, on peut déployer ce modèle-là sur un objectif et essentiellement le claimer tout de suite. Et on va le garder tant aussi longtemps que le Lore Seeker est en dedans de 6 pouces de l'objectif. Donc ça c'est monumental. Je veux dire, et là, on commence à ajouter des couches. Est-ce qu'on met le Sanctum of Amintok pour le rendre plus résistant? Est-ce qu'on y met les Geminids? Est-ce qu'on met dans du cover plus un save? Est-ce qu'on... il y a plein de choses. Est-ce qu'on téléporte des Blade Lords à côté de lui pour le rendre maintenant à 16 points de vie essentiels? Est-ce que 6 points de vie quand même? Donc, il y a un paquet de choses de fun. Et là, il y a toujours une petite controverse parce que, bon, il est unique dans le livre. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de trait de commande ou d'artefact. Est-ce que c'est un typo? On va attendre le fac. On attend un fac là-dessus. Mais parce que sinon, si c'est le cas, on peut mettre le Blade of Leaping Gold. Il tombe avec 7 attaques à 2+, 3+, moins des 3. On peut mettre l'artefact du Shaman pour le moins 1 qui ignore le moins 1 de Ren. Mais tu sais, il y a plein de possibilités comme ça qui sont super intéressantes. Fait que de dire à l'adversaire, regarde, j'ai mis un Lore Seeker, j'ai mis 5 Blade Lords, c'est 6 bonhommes sur un objectif. Faut que tu me claires 16 wounds parce que l'objectif qu'il a est à moitié aussi longtemps que tu me claires pas ça. Ça commence à être tough à tasser. Puis la beauté de la chose, c'est que ce modèle-là ignore les règles de capture de tout le monde. Exact. De tout le reste. Là. On joue, par exemple, un scénario où il faut être en dedans de 3 pouces. Non, lui, s'il est à 6 pouces et qu'il n'y avait personne d'autre avant là, il garde le contrôle, il est à lui. Ou, j'ai l'objectif et il y a un méga Gargant qui se pousse lui aussi à 6 pouces de l'objectif. Too bad, je suis plus gros que toi. Exact, tout à fait. Puis tu peux avoir 40 gobelins autour de toi. Tant qu'il me reste un wound, je l'ai encore. C'est ça, exactement. Fait que, 160 points, c'est pas tant cher payé. Oui, en fait, c'est cher payé, mais en même temps, ça peut être vraiment quelque chose qui peut dérailler un plan. Qui peut forcer l'adversaire à dire OK, faut que je prenne ça en considération. Ah, ben là, tu sais, j'envoie-tu bien des forces pour le sortir? Parce que si j'envoie passer le modèle puis je le sors pas, ben je gaspille mes unités. Exact. Et chaque tour qui reste en vie, ça fait des points. Fait que, c'est comme une grosse distraction. Il y a certaines armées qui seront nullement équipées pour bien dealer avec ça. Mais là, contre certaines armées, un Caradron ou Zinch avec un Kairos qui va juste dire je viens de lui faire 6 Mortal Wounds d'un coup, c'est réglé. Tasse ça de là, ça redevient mon objectif. Mais il y a certaines armées qui n'auront pas cette facilité-là et là, ça peut devenir très, très dangereux. D'où là, j'ai hâte de l'essayer pour voir justement concrètement qu'est-ce que ça donne, comment les adversaires vont le jouer puis ces choses-là, parce que c'est une mécanique qui est carrément nouvelle. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça.
Absolument. Cool. Fait que ça fait pas mal le tour des Warscrolls qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, êtes-vous en accord? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a d'autres Warscrolls de l'armée que vous pensez qui sont peut-être passés sous le radar ou que clairement c'est les Warscrolls les plus forts? Laissez-nous tout ça en commentaire. Toujours plaisir de vous lire. Puis en même temps aussi, là, s'il y a des factions en particulier que vous aimeriez avoir un Warscroll Academy, vous pouvez l'écrire aussi pour qu'on puisse justement orienter l'ordre des choses. Absolument. Donc n'hésitez pas aussi à commenter là-dessus. Absolument. Notre but, c'est de passer toutes les factions du jeu tranquillement pas vite, mais si vous voulez certaines factions que vous voulez voir plus rapidement d'autres, par exemple, ça va nous faire plaisir de faire une vidéo sur elles. Je tiens à remercier encore une fois Alex d'être venu avec nous pour aujourd'hui. Puis, merci à toi, Xavier. Ben oui, toujours plaisir. Puis regardez, allez voir Adeptus Coaching, le lien est dans la description du vidéo. Si ça vous intéresse, Alex offre un service de très haute qualité, super intéressant pour ceux qui voudraient up leur game. Donc, pour nous, on se dit à la prochaine, à un autre épisode de Warscroll Academy. Bye bye!